personne. Nicolas Barrion, bonjour. Bonjour David. Bonjour, vous êtes directeur des opérations chez Air Liquide. Tout à fait. Vous allez nous partager votre expérience, votre histoire autour du digital. Et j'accueille avec moi également Stéphane Vadé. Bonjour David. Bonjour, on croirait un jeu télé là. N'hésitez pas à vous asseoir. J'ai l'impression qu'on va buzzer. Il n'y a pas de buzz. Il y a rien à gagner. Hein. Non, on est prêt. On est prêt, on est prêt. Allez, je suis. On va commencer par vous, Stéphane Vadé. Vous êtes DRH de Livebag, chef d'établissement. Livebag, c'est Autoliv Livebag, c'est bien ça? Tout à fait. Alors juste pour donner quelques indications sur l'entreprise et son secteur d'activité, le groupe Autoliv, c'est un équipementier automobile. Il dispose aujourd'hui de 66 000 collaborateurs dans le monde. Vous en avez un peu plus de 2000 en France, répartis sur 4 sociétés différentes. Et je représente le site qui est basé en Bretagne, à Pont-de-Buis, dans le Finistère. C'est un site de 600 personnes et qui est un site de l'industrie chimie puisque nous disposons d'une expertise dans le domaine des produits pyrotechniques. Et notre mission, c'est de concevoir et de fabriquer des générateurs de gaz qui constituent l'un des composants essentiels de l'airbag aujourd'hui. Pour notre sécurité. Très voilà. Bien. Alors votre histoire à vous, elle commence il y a quelques mois, quelques années. Comment est née l'idée de faire rentrer Livebag dans une transition digitale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur du groupe Autoliv, l'innovation est permanente. La sécurité automobile, c'est un domaine dans lequel on innove énormément. Et le groupe demande à ce que toutes ces entreprises, toutes ces filiales participent à cette innovation. Et une entreprise basée en France aujourd'hui, dans un groupe international, doit relever un premier défi. C'est le défi permanent de la compétitivité. S'il n'y a pas de compétitivité pour nos entreprises, nous disparaîtrons. Et l'enjeu qui existait dans l'entreprise depuis plusieurs années, c'était, dans notre process industriel, de pouvoir intégrer tous les ans, régulièrement, de l'amélioration continue, de la proactivité et de l'innovation industrielle. Et venir sur la transformation numérique de l'entreprise est une idée qui s'est imposée naturellement en prenant en compte deux principes. C'est que la performance de l'entreprise est étroitement liée à la capacité de ses collaborateurs à s'y sentir bien, c'est-à-dire améliorer aussi la qualité de vie des salariés au travail. Derrière, nous avons lancé il y a maintenant 3 ans une première réflexion à la tête de l'entreprise, de Livebag, pour dire notre capacité à capter des marchés demain, dans les années à venir, rester compétitif à l'intérieur du groupe Autoliv, nécessite pour nous d'adapter l'entreprise en la transformant numériquement. Voilà l'historique du projet. Et alors du coup, quels ont été les axes de travail? Par où vous vous en êtes pris pour commencer? Quels ont été les premiers projets? Alors, les premiers projets, ça a d'abord été de mener une réflexion au sein du comité de direction, élargie à un certain nombre de cadres et de managers clés, qui a été de dire qu'est-ce que l'on veut pour l'entreprise demain et comment nous allons pouvoir y faire adhérer l'ensemble des collaborateurs. Parce que je l'ai entendu dans les propos de Georges Schébert qui a parfaitement décrit tous les enjeux humains de la transformation numérique. On ne peut pas mener un tel projet sans aller chercher l'ensemble de ses collaborateurs. D'une part parce qu'il faut lever tous les doutes liés à la transformation des métiers, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et surtout il faut lever les peurs, c'est que la transformation numérique, ça va changer les métiers, ça va faire évoluer les hommes, ça va les faire grandir au service de la compétitivité de l'entreprise. Alors vous avez travaillé sur l'automatisation des flux, oui. Sur la maintenance des équipements de production. Ouais. Je continue? Ah oui, 5 thèmes, vous en avez 5. Sur la communication machine to machine. Et human to machine. Human to machine, et sur la data analytics et le stockage des données informatiques. C'est ça vos premiers axes de travail? Alors, ce sont 5 axes de travail qui ont été identifiés en reprenant un principe et un propos que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que la transformation numérique, on ne la décrète pas pour l'ensemble de l'entreprise. On démarre petit et on essaime. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase, après 18 mois de projet de transformation numérique, nous sommes dans une phase de transformation d'un atelier de l'entreprise qui va se terminer à l'été 2020. Et cette phase de transformation va être ensuite déployée progressivement aux autres ateliers. Et sur les 5 thèmes que vous avez notés, nous avons cette prise en compte des outils qui doivent être intégrés dans l'évolution de l'entreprise demain. Et
prioritairement, nous sommes dans un premier temps sur tout ce qui touche au manufacturing et à la supply chain, avec la prise en compte de tout ce qui est data analytics, stockage dans le cloud et intégration de ces nouveaux outils dans la vie quotidienne de l'entreprise. Alors je vais en venir à vous, hein, Nicolas Baron, dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais comprendre quels ont été les effets, puisqu'il y a un ROI, qu'est-ce qu'on peut déjà voir après 18 mois dans un atelier, en termes de retour sur investissement, n'ayons pas peur des mots, ils peuvent être financiers, humains, rétention de collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, Stéphane Vadé? Alors, la première chose, c'est la prise en compte d'outils nouveaux. Il faut intégrer dans la vie quotidienne et dans la façon dont nous fabriquons un produit tout un ensemble, alors que ça peut être, on va partir d'un logiciel nouveau, d'un outil, par exemple dans le transport des pièces, on va utiliser ce qu'on appelle des AIV, hein, donc des robots qui vont faciliter la vie de l'opérateur, qui vont réduire le port de charge des opérateurs et qui vont prendre en compte tout ce qui est la vie de l'atelier ou la vie d'une partie d'un atelier, de la commande d'un composant à la livraison du produit fini. Et ça, ces changements-là, on les intègre au travers ces outils de la numérisation, des moyens techniques qui sont donnés aussi aux opérateurs pour pouvoir prendre en compte, si je prends l'exemple de la maintenance prédictive, de machine to machine to machine to machine, c'est donner des outils à l'opérateur pour mieux analyser l'évolution de sa ligne ou le comportement de sa ligne de fabrication pour pouvoir anticiper les effets sur la production. Et, je vais dire, réduire le nombre d'aléas qui vont être traités. Si vous réduisez le nombre d'aléas, vous augmentez votre efficacité. Très bien. Nicolas Baron, vous êtes directeur des opérations d'Air Liquide, donc un grand groupe avec peut-être une capacité d'investissement plus forte que certaines PME. Néanmoins, vous avez pu rentrer, vous, dans cette ère du digital, avec aussi des projets très concrets et tout petits, qui commencent tout petits. Merci David pour cette question, parce que c'est vrai, Air Liquide, on voit le grand groupe, on voit 2 projets qui ont été labellisés par l'Alliance pour l'industrie du futur, un programme Connect, où on a connecté 20 sites industriels ensemble qui sont pilotés à distance depuis Lyon, et également un deuxième programme sur lequel on a eu une communication et on a été labellisé sur le programme Futur qui impacte mes usines, où on va transformer massivement la façon de travailler. Là, ce que je reviens vers vous, c'est voilà, moi je suis responsable de 5 usines, dont plusieurs sites Céveso. Je suis responsable de sites et je vais vous parler en fait d'exemples concrets qu'on a menés de transformation numérique à notre échelle. Et je pense que ce sont une échelle de projets qui sont duplicables dans les PME en fait. On avait une problématique par exemple de paperless, d'enlever du papier sur des opérations de maintenance. On a là en place la TPM, donc le Total Productive Maintenance, dans certains ateliers où l'opérateur est clé. L'opérateur, avec son carnet de quart, prend le pouls des machines de ses ateliers, donc note. Le soir, l'animateur d'équipe récupère, renseigne dans un fichier. Ce fichier part à la maintenance. Derrière, on parlait d'usine 2.0, on a notre ERP qui gère la maintenance derrière avec notre GMAO. Mais la problématique, c'est que pour fermer la boucle, on était en boucle ouverte. L'opérateur avait donné l'information, mais n'avait pas forcément le retour de la maintenance, l'avancée du sujet, comment il était pris. Ce qu'on a fait, c'est qu'on parlait tout à l'heure de ressources, manque de personnel, et puis cette problématique qu'on peut avoir sur l'acquisition des problématiques digitales. Moi, je suis de la génération Y, mais en fait, il y a la génération Z qui est au fond, qui apporte beaucoup. On a pris un stagiaire, on lui a donné un projet, on lui a dit voilà notre problématique. Cette problématique, elle répondait à un enjeu de direction, qui était de se dire comment, avec un POC, donc un Proof of Concept, on prend un exemple sur le terrain, ça permet d'embarquer les collaborateurs, on met un jeune avec quelque chose de motivant, avec lequel il sait parler du digital puisqu'il le vit très bien, et on le met sur le sujet. Et le sujet, ça a été des sujets très simples. Il a pris sur étagère, on parlait des data matrix, il a utilisé le QR code, ça a enregistré en automatique une base de données. Cette base de données, on l'affiche sur un écran avec un petit ordinateur qui tourne, qui affiche en continu. La maintenance a également accès à ce tableau. On note les actions qui sont faites, et finalement, l'opérateur sur la ligne voit en temps réel la prise en compte de sa problématique. Ce qui fait que, vraiment, dans l'implication de l'opérateur, de se dire cette transformation digitale, cette tablette, cette expérience utilisateur que je l'ai, elle est vraiment différente. On parle d'expérience client, beaucoup, qui est le projet que je vous parlais, le projet futur pour lequel
on transforme nos usines pour apporter le plus de valeur possible à nos clients. Mais ça va avec une symétrie des attentions qui est l'expérience collaborateur. Voilà. Et par cette digitalisation et par, on va dire, cet exemple, on arrive à embarquer nos collaborateurs. C'est un petit exemple, donc ça nous a coûté 2 tablettes, 3 écrans. L'implication d'un jeune ingénieur, d'un jeune futur ingénieur dans l'entreprise, et ça a créé une très bonne dynamique qui donne lieu à beaucoup d'idées. Ah tiens, j'avais pensé à ça, et qui crée dans l'entreprise, on va dire, une émulation particulière. Un terreau très fertile, exactement. Ouais. Et donc, faire confiance aux jeunes générations, mais peut-être faire confiance aux jeunes startups aussi, qui peuvent apporter des choses dans votre métier, comme vous avez pu le faire avec une application que vous avez co-développée avec une startup. Oui, alors là, c'est un autre exemple. Je vais vous citer 2 autres exemples. Un exemple RH et puis un exemple plutôt sur la sécurité. L'exemple RH, c'est, voilà, Georges le citait tout à l'heure, on a une problématique qui est autour de la formation de nos collaborateurs. Donc là, on a travaillé avec une start-up pour changer le mode d'apprentissage cognitif. On a un système avec des vidéos, des quiz en ligne, etc., qui permet, comme on le disait tout à l'heure, un paquet de procédures à apprendre, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de se mettre avec quelque chose d'interactif qui explique, qui est souvent fait par les pairs, par ceux qui ont le savoir. Donc ça permet d'impliquer tout le monde et ça permet de rafraîchir de manière très récurrente, voilà, le savoir chez les gens. Et même chez les opérateurs les plus aguerris qui se disent « Ah !» Et puis ça permet aussi de faire évoluer le module. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on avait monté avec une start-up. Et le deuxième sujet qui est aussi la plus tournée vers la sécurité, qui est la digitalisation des permis de travail. Et des plans de prévention. Et des permis de feu. Et tout ça qui est cartographié. Ce qui nous permet, par exemple, quand on a un arrêt de tranche ou voilà, un grand arrêt de maintenance, de savoir où sont les phases de coactivité, où est le risque. Et avant, vous savez, on avait ces grands classeurs en triple papier carbone où on écrivait les risques de la première activité, de la deuxième. Là, on a la synthèse, elle est partagée, elle est comment dire, et collaborative. Et en temps réel, on a la cartographie de l'usine, on peut voir où est le danger et à quel moment il est. Et ça nous permet comme ça de pouvoir aller faire des audits, de mener des actions particulières, de s'assurer qu'un permis de feu est bien terminé. Et je trouve que ça apporte beaucoup de valeur à la fois pour les opérationnels, pour les entreprises intervenantes, et qui nous permet comme ça d'avoir un taux de fréquence extrêmement bas, qui est, en comprenant nos entreprises extérieures, qui est aux alentours de 1,7 aujourd'hui. Très bien. Stéphane Vallée, comment s'est organisée l'entreprise pour ces changements qui ont subvenu? Alors, cette question, elle a été traitée progressivement. Une fois que nous avons défini les grandes étapes du projet, il est apparu naturellement que nous devions adapter l'organisation de l'entreprise. Et après 6 mois de gestion du projet, nous avons mis en place une direction de la transformation numérique à l'intérieur de l'entreprise en dédiant une petite équipe qui est en charge de promouvoir la digitalisation et la transformation numérique du site de Livebag en prenant en compte 2 principes. Le premier, c'est qu'on a à appliquer dans notre atelier les principes qui ont été définis par notre plan. Et la deuxième action, c'est surtout de prendre en compte que la digitalisation n'affecte pas simplement le secteur dans lequel nous travaillons, le manufacturing, un atelier, mais aussi toutes les directions de l'entreprise. Donc nous avons une vision transverse qui est de développer la numérisation à l'intérieur, le numérique à l'intérieur d'une direction comme les RH, comme la finance. Et je dirais peut-être la chose la plus importante, c'est qu'il ne peut pas y avoir de transformation numérique d'un site industriel sans prendre en compte, comme c'est le cas chez nous, l'activité engineering. L'engineering 4.0 est étroitement lié, est indissociable du développement du manufacturing. Donc nous avons dans notre plan la prise en compte également de la transformation au niveau de notre secteur R&D. D'accord. Et comment la filière vous accompagne dans cette évolution, Stéphane? Alors, Livebag est impliqué depuis de nombreuses années dans les activités de l'association professionnelle de la chimie, de France Chimie. Et lorsque nous avons mené notre première réflexion sur la transformation numérique du site, nous nous sommes rapprochés de France Chimie. Nous avons expliqué les différents concepts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Livebag
a d'abord mené cette action avant même que certaines actions concrètes qui viennent d'être présentées aujourd'hui aient été lancées. Mais pour nous, l'un des premiers défis, c'était obtenir le soutien du groupe Autoliv pour pouvoir lancer notre démarche. En clair, Livebag a été un des 5 sites mondiaux du groupe à être financé pour pouvoir développer sa digitalisation dans un secteur de production. Par contre, on avait un deuxième enjeu. Le deuxième enjeu, c'était la formation de nos opérateurs, la formation de nos équipes. Et là, nous nous sommes rapprochés de l'OPCA-Défi. Nous avons monté un programme que nous sommes en cours d'achèvement qui a permis, entre 2016 et 2020, de former environ 240 opérateurs à l'acquisition d'un titre professionnel qui a pour but, ni plus ni moins, que de préparer leur évolution à cette transformation. Alors, on ne va pas dire que le titre professionnel qui va être, qui va être attribué, qui va être obtenu par nos opérateurs et nos techniciens, est directement lié, mais c'est une réelle porte d'entrée. Ça permet la mise en mouvement, finalement. C'est une réelle porte d'entrée à l'évolution future. Alors, aujourd'hui, nous terminons ce programme et je remercie véritablement la branche chimie, l'OPCA-Défi qui nous a accompagnés dans ce projet, parce que former et diplômer 240 opérateurs et techniciens, c'était un énorme programme. Donc un grand merci. Merci de l'avoir mentionné. Pour terminer, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous aviez des facteurs clés de succès? Comment on y arrive? Comment vous y êtes arrivé en quelques termes, rapidement? Alors, en quelques termes, c'est une application de la tête de l'entreprise en premier lieu, mais qui passe par une implication absolument nécessaire de tous les acteurs de l'entreprise. Et par cette implication, vous allez lever les doutes qui pèsent sur l'évolution de l'entreprise. En clair, lorsque vous dites au début de votre projet, c'est grâce à ce projet qu'on va peut-être avoir les marchés des 5 ou des 10 prochaines années, vous levez un certain nombre de doutes. Même si vous savez qu'il y aura des transformations, qu'il va y avoir des gens qui vont devoir s'adapter. Et vous dites, mais nous sommes là pour vous accompagner. Et là, je crois que c'est très important, ce facteur de communication est énorme. Et je voudrais reprendre un propos qui a été dit par Georges Schébert. Lorsque vous lancez un projet comme ça, vous allez chercher des jeunes, vous allez chercher des individus, et vous voyez apparaître des nouveaux leaders. Et ces nouveaux leaders, il faut leur donner leur chance très vite, parce qu'ils sont pleins d'idées. Moi, j'appartiens à une génération qui va disparaître progressivement, mais ces jeunes, ils vont. Ces jeunes, ils vont porter les projets de demain, et ce sont véritablement les nouveaux leaders. Nicolas, quels sont les en complément de ce que disait Stéphane, moi je pense donc il y a bien sûr ce cadrage par rapport à la direction, mais derrière il y a cette notion de bottom-up. On part de la base, on remonte les sujets avec, on va utiliser un autre mot anglais, l'époque, les proof of concept. On fait du test. Et ce qui est important, c'est try fast but kill early. Donc on démarre rapidement, mais quand on voit que ça marche pas, on l'arrête rapidement aussi. Et c'est important de partir dans cette démarche-là. On a le droit à l'échec, il faut y aller, il faut donner sa chance, mais il faut aussi savoir arrêter le projet rapidement quand on voit qu'on ne prend pas la bonne direction. Ce qui nous permet comme ça de remettre les ressources et de les réallouer sur d'autres choses. Donc voilà. Merci à tous les deux pour votre intervention. Ainsi s'achève cette Web TV. Merci.